Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour Lou, bonjour Marie, bonjour Mia Anna, pardon. Ah, Bonjour ça tout y est, le monde. si on me fait des pièges, coucou Freddy, si on me fait des pièges dès le vendredi matin, je suis vraiment super contente de vous retrouver. Alors moi, je ne peux pas vous entendre malheureusement, mais je vous promets, pour moi, c'est beaucoup d'émotions en fait de faire ce webinaire et je suis vraiment super, super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et vous le voyez d'ailleurs. Pardon. Écoutez, on va commencer, puis en fait, on nous rejoindra, les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Je vous présente Morgane. Morgane, donc, voilà, Morgane, qui m'a rejoint dans cette aventure, dans cette nouvelle aventure Plumen Biz au mois de mars. Je vais vous expliquer très très rapidement Plumen Biz. Il y a Julien aussi que vous pouvez voir qui est aux manettes du back-office. Après, dans la vraie vie de Plumen Biz, il n'est pas qu'aux manettes techniques. Il est plutôt sur tout ce qui est comme interne et marque employeur. Morgane, elle m'accompagne sur tout ce qui est RSE, et puis elle s'y connaît. Alors, si vous voulez lui poser des questions sur le compost, je vous promets, elle est imbattable. Et sur les astuces, enfin bref, c'est les alternatives à notre mode de consommation actuel. Elle est absolument fantastique. Et puis elle s'occupe aussi de tout ce qui est communication visuelle, graphique, voilà. Et puis on a également Sofiane. Bonjour à tous. Sofiane, moi je ne te vois pas à la caméra, mais donc Sofiane est là. Et Sofiane, en fait, c'est notre monsieur business qui lui est vraiment en fait sur la partie commerciale. Donc on va commencer directement. Plumen Biz. Non, Plumen Biz. Ah, non, le truc hyper important. Non seulement, vous voyez, c'est à cause de l'émotion que j'ai de partager avec vous ce webinaire. Très, très bonne année à tous. Très, très, très bonne année à tous. Je souhaite plein de bonheur, de merveilleux instants, de succès si vous êtes actif et que vous avez des projets, que ce soit personnel, professionnel. Je vous souhaite une santé du feu de Dieu. Couvrez-vous parce que c'est pas le moment d'attraper mal. Et puis profitez surtout de la vie. Et puis soyez et soyons tous heureux. Alors, Plumen Biz. Souvent, on me demande pourquoi Plumen Biz. Parce que c'est très, très bête. Hein. Je me suis réveillée une nuit. Je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Je recommence une société, je reprends un boulot de salarié. Non, j'ai pas envie. J'étais un tournant, en fait, fin 2022 de ma vie professionnelle. Et puis, je me suis réveillée une nuit avec Plumen Biz en tête. Et je me suis dit, ça y est, je recrée une boîte qui va s'appeler Plumen Biz. Alors, pourquoi la plume? Parce que je me suis quand même moi-même posé la question. Pourquoi la plume? Parce que c'est la liberté, la pureté, l'envol vers autre chose. Enfin, ça m'inspirait en fait une colombe. Et puis les abeilles, parce que j'adore la nature. Les abeilles, c'est le travail en collectif, c'est la vie ensemble, c'est vraiment le projet commun. Et donc, c'était vraiment ce que je voulais faire. Bon, après, il a fallu évidemment trouver une offre qui corresponde à ce que j'avais envie de faire. Et donc, du coup, la mission de Plumen Biz, c'est d'accompagner nos clients pour qu'ils améliorent la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs, parce que je trouve que dans notre société humaine actuelle, il y a trop de gâchis, trop d'incompréhension entre le monde des employeurs et le monde des employés. Il y a trop de cassures finalement entre les attentes des uns et les attentes, voire les devoirs des autres. Une entreprise, ça peut pas être à but non lucratif. Hein. Donc, on a des devoirs quand on est un employé, on a des devoirs et des pressions quand on est employeur. Et donc, j'avais envie de réconcilier et de faire communiquer les dirigeants et les salariés pour que chacun puisse vraiment s'épanouir à sa place et avoir un vrai sens dans son job, dans son quotidien professionnel qui occupe quand même sacrément notre vie. Et donc, pour aller jusqu'au bout de notre mission et permettre d'améliorer cette productivité, cette fidélisation, nous avons 3 moyens
tout le scope RH que j'ai découpé en 14 domaines et sous-domaines, la RSE qui finalement est un moyen pour engager les collaborateurs avec des 8 ateliers thématiques de sensibilisation des collaborateurs à la RSE. Et puis, oh, Nelly qui nous a rejoint. Oh, Nelly, c'est une collègue fou. Il y a, 2000, quelque chose comme ça, oui, 99, 2002. Oh là là, elle doit me trouver bien vieillie. Grand bonheur, grand bonheur. Et donc, sur la RSE, j'y reviens. Sensibilisation, 8 ateliers de sensibilisation RSE. Et nous accompagnons les entreprises aussi à la mise en place de politiques de démarche RSE. Tout ça, évidemment, avec cette optique d'engager les collaborateurs pour un monde plus vertueux et nos comportements, nous, d'individus, de citoyens, plus vertueux aussi. Et puis, il y a tout le scope, évidemment, de la communication RH avec la communication interne et la marque employeur, dont s'occupe plutôt Julien, je vous le redis. Et donc voilà, ça c'était la petite ouverture sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et donc moi, en ce début d'année, en parlant avec l'équipe, on fait 8 ateliers finalement sur la RSE. Pourquoi j'en ferais pas bénéficier mon réseau de premiers contacts sur LinkedIn? Et puis j'avais très envie de vous dire en fait où j'en étais aujourd'hui professionnellement, et puis de partager avec vous un moment fort, quoi, parce que j'avais envie de ça. Et donc du coup, je me dis ouais, bonne idée. Et donc nous voilà partis. Donc merci de nous rejoindre ce matin. Et puis on va avancer. Donc ce matin, le module, c'est sur la sensibilisation générale, tout public, hein, donc c'est la RSE dans tous ses états. RSE, c'est responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. On a ajouté quand même quelques slides sur nous en tant qu'individu, finalement, notre rôle, hein, individu, que ce soit citoyen, que ce soit employé, notre rôle dans ce scope, alors que la RSE, normalement, c'est plutôt le rôle des entreprises, hein, dans ce côté plus vertueux et donc développement durable. Et puis nous avons d'autres modules. À la fin de cet atelier, vous aurez à répondre à un quiz pour valider vos connaissances. Et c'est pas un quiz uniquement de validation des connaissances. Vous allez encore apprendre des choses dans ce quiz. Et je ne sais plus si je l'ai paramétré pour que vous receviez directement vos réponses ou s'il faut que vous demandiez de recevoir vos réponses si toutefois vous voulez les recevoir. Et à l'issue de notre webinaire, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction qui nous permet en fait de progresser, hein, ça rentre dans notre amélioration continue. Et dans ce questionnaire, je vous demande si vous seriez intéressé par d'autres modules sous même forme, hein, c'est tout à fait ouvert, gratuit. Moi, ça me fait très plaisir de partager ces moments-là avec vous. Et donc, dans le questionnaire, je vous propose que l'on fasse le numérique responsable et le changement climatique et également l'atelier zéro déchet qui m'amuse beaucoup. Mais bon, ça, c'est autre chose. Pour démarrer, je vais vous demander d'éclairer notre lanterne. Donc aujourd'hui, on va faire le webinaire, on va animer le webinaire à deux, hein, avec Morgane. Et avant de commencer, je vais vous demander de me mettre dans le… Normalement, vous avez sur votre gauche, je crois, hein, un truc avec Q&R, donc Q et R, c'est le chat en fait de cet outil. C'est un nouvel outil c'est Zoho Marketing qu'on utilise pour faire ce webinaire. Et donc là-dedans, je vais vous demander de noter un petit paragraphe court, en fait. Quel est votre métier? Je ne sais pas, vous êtes RH, vous êtes journaliste, par exemple, pour Emmanuel, votre métier. Et puis, finalement, pourquoi vous avez souhaité nous rejoindre? Ça peut être une raison personnelle, ça peut être par curiosité, ça peut être parce que vous aviez envie de voir ma tête plusieurs années après. Et puis aussi votre niveau de connaissance, hein, pour qu'on adapte aussi un petit peu notre discours.
Voilà, donc je vous laisse répondre rapidement. Hein, normalement, c'est bon, Julien? Tout le monde peut accéder à ce truc-là? Tout à fait, ouais. Oui, tout le monde peut y accéder. Ah, Bah, super. Marie, merci beaucoup. D'accord. Ok, on peut être d'accord. Et vous allez voir, en fait, on a dans ce module hein, que l'on fait aussi au sein des entreprises, finalement, on a plein de petits sondages. Moi, j'appelle ça des petits sondages, pour qu'il y ait vraiment ce côté interactif et puis ludique et d'apprentissage. Voilà. Je vous laisse continuer à répondre si vous le souhaitez. Et puis ben, on va avancer. Et donc, Morgane, je crois que c'est à toi hein, maintenant. Hein. Oui, et bien justement, permettez-moi, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de la RSE, de planter un petit peu le décor. Et pour ça, justement, notre premier sondage arrive. Donc, je vous invite à répondre à la question suivante. Combien d'espèces disparaissent chaque année sur Terre? Alors, on parle d'espèces animales et végétales. Alors, à votre avis, est-ce que c'est 950, 8700 ou 26 280? Je vous laisse y répondre dans la fenêtre des sondages. Alors, merci de votre participation. Alors, aurez-vous trouvé la bonne réponse qui était très impressionnante avec 26 280 espèces qui disparaissent chaque année sur Terre, soit une espèce toutes les 20 minutes. Et oui, on estimait avant que toute espèce avait une durée de vie limitée de l'ordre de 5 à 10 millions d'années. Et au cours des 65 derniers millions d'années, en fait, le taux d'extinction moyen tournait autour d'une extinction par an pour 1 million d'espèces répertoriées. Mais aujourd'hui, ce taux d'extinction d'espèces serait 100 fois supérieur et il s'accélère de plus en plus. Ce qui fait qu'on arrive à environ 150 000 à 260 000 espèces qui seraient déjà éteintes en 2022, ce qui signifie qu'en fait, on est en pleine 6e extinction de masse. Donc, c'est assez impressionnant. Et on savait la biodiversité animale en danger, mais c'est pire pour les arbres. Et oui, à la fois menacés par l'agriculture, l'élevage ou encore la surexploitation, au moins 17 510 espèces d'arbres sauvages sont menacées, soit près de 30% des 58 497 espèces répertoriées dans le monde. Et s'ajoute à ce chiffre 7% d'espèces qui sont peut-être menacées et 142 espèces d'arbres qui sont considérées comme déjà disparues. Alors, pourquoi c'est problématique ? Eh bien déjà parce que les forêts représentent 31% de la superficie terrestre et à elles seules, elles abritent 80% de la biodiversité. C'est aussi un moyen de subsistance pour plus de 1,6 milliard de personnes à travers le monde. Et enfin, il faut rappeler que ce sont grâce à elles que la qualité de l'air est garantie ainsi que l'approvisionnement des ressources en eau. On enchaîne tout de suite avec un deuxième sondage. À vos souris, à votre avis, combien d'espèces de virus incurables pour l'homme ont été découvertes depuis 1910 ? 219, 324 ou 75 ? Alors, eh bien, je vois des bonnes réponses. Je ne laisse pas plus de suspense. C'était 219. Et oui, on répertorie 23 familles de virus qui sont représentées par espèce dans cette liste et 3 à 4 nouvelles espèces sont encore découvertes chaque année. Donc ça continue de progresser. Et où sont découvertes ces espèces de virus ? Principalement en Amérique du Nord et en Europe. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est les continents les plus infectés, entre guillemets. En vérité, on parlerait plutôt d'un biais lié aux capacités de recherche actuelles de ces zones géographiques vis-à-vis, par exemple, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, etc. Alors, pourquoi on vous parle en fait de ces choses quand même franchement inquiétantes hein, finalement? Qu'est-ce que ça a à voir avec la RSE? Eh bien, la RSE a pris un grand coup de pied aux fesses positif, mais en tout cas s'est envolée, est devenue de plus en plus
connu depuis la pandémie de Covid-19. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que tout était lié. Et quand on vous parle de virus, quand on vous parle de disparition d'espèces, eh ben, tout ça, c'est complètement lié. C'est lié à nos modes de vie actuels, nos modes de consommation. Et donc, la pandémie, donc, qui est pas si, c'était pas il y a si longtemps que ça, qui a vraiment marqué notre temps, a été la première des nombreuses crises, ce que l'on appelle anthropiques. Je vous ai mis la définition en dessous là, qui a vraiment obligé tous les individus, tous les citoyens de la Terre à prendre conscience des impacts, en fait, de ce qu'on appelle l'effet papillon, des impacts et de la répercussion des choses, à savoir que le Covid, derrière, a été suivi par une récession, donc un choc, puis derrière, on se prend dans la tête le changement climatique auquel aujourd'hui nous sommes concrètement, et donc on ne peut pas ne pas être conscient de ça. C'est vraiment directement du vécu et du quotidien. Ce schéma-là, d'ailleurs, ce graphisme-là, c'est fait exprès qu'on l'utilise, nous, avec Morgane, avec l'équipe, parce que c'est un graphique finalement qu'on voit depuis le Covid, depuis la Covid, pardon, très très régulièrement sur les réseaux sociaux, mais il explique parfaitement finalement cet effet qui se répercute au fil du temps et qui nous oblige, nous humains, à prendre conscience de ce qui se passe dans notre environnement direct et indirect. Et alors, cette pandémie de Covid a vraiment impacté l'ensemble de notre écosystème, de notre environnement, je parle environnement direct, de notre contexte humain. On a vu le retour d'animaux dans les villes. Oui, il n'y avait plus de voitures et plus de bruit. Donc les animaux, la nature a repris sa place dans les cités. L'agriculture a été impactée aussi, moins de pollution. Donc ça a donc fait évoluer aussi tout le système agricole. La voiture, les bruits causés par la voiture. Donc il y a toute une conscience qui a été prise et du coup, de plus en plus d'actions, et c'est très bien, et nous-mêmes aussi en tant qu'individus, nous avons mis en place de nouvelles actions parce que nous avons pris conscience finalement de ces impacts et des conséquences que tout cela pouvait avoir sur notre écosystème direct. Bon nombre d'entre nous ont perdu des gens dans nos familles, plus ou moins proches malheureusement, mais ça a été vraiment en fait un gros choc pour l'ensemble des humains finalement. Et peut-être pour un truc positif pour l'environnement. Positif à long terme, bien sûr. Oui, à long terme parce que, en pleine pandémie, il y a eu des impacts vraiment négatifs. Notamment, on a 1,6 milliard d'étudiants qui se sont retrouvés sans école, donc ça a mis un frein quand même à l'éducation. Niveau climat, on a eu une baisse des investissements en énergie propre durant la pandémie, une baisse de 30 tout de même. Et enfin, on a plus de 251 millions de personnes qui ont été poussées vers la pauvreté et qui le seront d'ici 2030. Et donc on a eu la crise du Covid, mais ça ne s'est pas arrêté là puisque plus récemment, la guerre en Ukraine a pris le relais et avec elle tous les impacts sur la nourriture, l'énergie et également l'économie, puisque une personne sur 4 déclare que leur organisation a subi des impacts RSE modérés à graves en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine. 40 des dirigeants ont ressenti un impact immédiat sur leur activité. Près de 60 ont évoqué des difficultés d'approvisionnement et 54 des industriels ont ressenti un impact négatif immédiat. On a aussi un impact sur le taux d'affrètement des porte-conteneurs qui ont été à des niveaux records depuis plus d'une décennie. Donc si on s'intéresse d'un petit peu plus près aux impacts climatiques et là, en général, eh bien,
on est en état d'alerte, attention, la pression monte, puisque l'Observatoire européen Copernicus, a défini l'année 2023 comme la plus chaude jamais enregistrée sur la planète, puisque sur 11 mois, la température moyenne était de 1,46 degrés au-dessus de la période pré-industrielle. Donc c'est un chiffre qui est proche de l'objectif des 1,5 degrés inscrit dans l'accord de Paris. Et selon les scientifiques, on se dirige donc plus vers une trajectoire des 3 degrés au niveau mondial, ce qui équivaudrait à environ 4 degrés ici en France. Et ça pourrait même monter jusqu'à 6 degrés dans certaines zones, selon Météo France. Et donc face à ça, eh bien, on aura de plus en plus de catastrophes naturelles, comme on le voit déjà actuellement. Donc de nombreuses personnes devront s'exiler pour survivre, et ce, même en Europe. Ce ne sera pas forcément à l'autre bout du monde. Les conséquences, sont aussi importantes juste tout autour de nous. Et en France, eh bien, c'est l'outre-mer qui sera tout de même en première ligne, notamment vis-à-vis du réchauffement, des océans. Donc la France, elle, a annoncé son 3e plan national d'adaptation au changement climatique pour faire face à ces nouvelles données, puisque l'ancien, eh bien, s'appuyait sur, une hausse prévue qui était moins importante. Alors, je vous fais participer de nouveau avec un nouveau quiz. À votre avis, de combien vont augmenter nos besoins en eau et en énergie à l'horizon 2030? Alors, est-ce que ce sera une hausse de 50%, 89% ou 100%? Donc, vous avez compris, je vous laisse y répondre dans la fenêtre des sondages. Les résultats sont vraiment partagés et la bonne réponse était une hausse de 50 d'après les rapports de l'ONU. Il faut savoir que les besoins en eau et en énergie vont vraiment augmenter, continueront d'augmenter, notamment à cause d'une population qui ne cesse de croître, un secteur agricole qui est de plus en plus gourmand en eau et bien sûr une demande en énergie qui explose. Donc ce sont autant de raisons qui expliquent finalement cette augmentation significative, ce qui nécessitera d'investir 3 fois plus dans les infrastructures hydriques. Alors même que, on fait déjà face à 4 grands enjeux concernant l'eau aujourd'hui. Tout bonnement, la qualité de l'eau potable disponible et sa raréfaction. Aujourd'hui, on a 2,2 milliards de personnes qui vivent encore dans des pays qui souffrent d'un stress hydrique élevé et bien sûr, il y a tous les conflits d'usage, qui vont avec. On a ensuite la qualité de l'eau, bah oui, avec tous les polluants industriels et les pesticides qui la contaminent, et qui impactent la biodiversité aquatique qui doit être protégée. Et enfin, tous les risques d'inondation qui s'accentuent et leurs conséquences, notamment sur l'eau potable et in fine sur les populations. Pour que Morgane puisse respirer un peu, je reprends la parole. Alors, il faut vraiment être conscient de cette évolution d'année en année, en fait, de la population. En 2022, on nous a dit qu'on était arrivé donc aux 8 milliards de personnes vivant sur Terre. Et en fait, cette accélération est juste phénoménale depuis un peu l'après-guerre, hein, finalement, depuis les années 60. Et c'est encore accéléré depuis les fin 2000, fin 2000, donc 2010. Et on sait très bien que la Terre ne peut supporter les besoins que d'un certain volume finalement de population. Et là, on arrive vraiment sur des volumes de population qui sont inquiétants. Et il faut garder en tête voilà, ces grands chiffres. Hein. Entre 1975 et 2009, la population a quand même augmenté de 50%. C'est phénoménal et c'est expliqué par plein de choses. Les progrès en termes de santé, en termes de nourriture, les famines que l'on a pu connaître, hein, même en 70-80, ce sont de plus en plus réduites et c'est tant mieux, c'est merveilleux qu'on arrive aujourd'hui à nourrir à peu près, je dis bien à peu près, convenablement toutes les populations de la Terre. Sauf que
ça permet aussi finalement de se reproduire de plus en plus et donc de faire exploser ce nombre de populations. Et puis, les pays émergents et les villes ont explosé et concentrent de plus en plus en fait cette population. Et tout ça, ça a amené à une production de biens, de produits qui a également explosé. Il faut savoir que le commerce mondial a été multiplié par 17, les transports aériens sur la même période, 75-2009, ça a été multiplié par 3. Alors évidemment, pas grand-chose, vous me direz, mais ça continue d'augmenter. Ces transports aériens, on le sait, c'est nocif, c'est nuisible, ça continue d'exploser. La consommation d'eau a été multipliée par 4, et ben c'est normal, il faut bien aussi apporter de l'eau à l'ensemble de cette population. Donc il faut garder en tête finalement ce lien de cause à effet. C'est merveilleux, il y a eu un tas de progrès technologiques, médicaux, etc., etc. Ça a permis de faire exploser la population et d'amener à un niveau finalement convenable, un niveau de vie convenable à de plus en plus de personnes. Maintenant, ça entraîne des conséquences qui sont malheureusement nuisibles pour notre planète et puis pour notre futur. Tout à fait et justement pour garder et promouvoir un niveau de vie, qualitatif pour tous, c'est là qu'entre en jeu la RSE et on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous reconnaissez ces slides, à vos souris, je vous repose une nouvelle question. Qui a défini la RSE et quand? Vous allez voir, celui-ci est plutôt facile. Alors, est-ce que c'est, Édouard Boën, j'ai oublié la date, en 1953, pardon, Roger Rabbit en 1970, est-ce que ce serait plutôt l'UICN en 1980, Chuck Norris en 84, la 3, commission il y en a 3. C'est ce que c'est, voilà, c'est une question à choix multiple. Voilà. Désolée, j'ai pas précisé. Je Donc la commission triche, je choisissais 103. Alors à vos souris, je jette un œil aux résultats. Alors on a une bonne réponse, mais n'oubliez pas que c'est un choix multiple, en effet. Alors eh bien désolée de vous décevoir, mais Roger Rabbit n'est pas, à l'origine de la RSE. C'est, Edward Bowen en 53, un économiste américain qui utilise, ce concept dans l'ouvrage The Social Responsibilities of Businessmen. On a ensuite, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, donc en 1980, qui utilise pour la première fois l'expression développement durable dans une publication. Et enfin, en 2001, la Commission européenne publiera le livre vert promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises. Puis un an plus tard, en 2022, l'ouvrage La RSE, une contribution des entreprises au développement durable. Et maintenant que vous savez presque tout, on va quand même repasser un petit peu sur l'histoire de la RSE, parce que la RSE, c'est franchement pas quelque chose de nouveau. Alors, évidemment, à l'échelle de la Terre, du temps de la Terre, ça peut paraître infiniment petit, mais à l'échelle humaine, il faut savoir que les premiers concepts, en fait, les premières idées de la RSE remonte à la fin des années 1800, avec des fonds qui ont commencé à être constitués pour avoir plus d'éthique dans le comportement business. Et puis tout ça, donc ça a évolué. Il y a eu une grande concentration d'effets positifs pour la RSE, mais malheureusement excessivement négatifs parce que c'est lié, cette conscience finalement des effets de l'homme sur son environnement, sur son contexte, sur l'éthique, sur le côté, le volet social, sociétal, ça a été concentré
avec de grandes catastrophes, notamment la catastrophe donc de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le trou qui a été de la couche d'ozone qui a été révélé donc en 85, en 1985, et puis la marée noire donc de l'Exxon Valdez également. Alors ceux qui sont comme moi qui ont donc les plus seniors les seniors d'entre nous se rappellent de ces des infos où on nous bassinait avec ces catastrophes. Ce sont vraiment des catastrophes causées par l'homme finalement, parce que l'Exxon Valdez, le bateau, voilà, c'est vraiment de la faute de l'humain, quoi. Et puis tout ça s'est poursuivi. Donc vous avez le scandale des ateliers clandestins de Nike, par exemple. Donc tout ça a été très concentré sur la période 80-2000, donc sur 20 ans. Ça a précipité finalement cette conscience qu'il fallait faire quelque chose. Puis vous avez le Global Reporting Initiative qui est arrivé en 2000, justement en réaction à tout ce qui s'était passé. Donc on a commencé à étudier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, vers quoi on peut aller. Et puis l'ONU qui a créé en 2006 ces grands principes dont on parlera tout à l'heure, vous verrez. Donc, ils ont mis en place 7 dimensions de la RSE avec 17 objectifs mondiaux du développement durable. Je vous détaillerai ça un petit peu plus tard. Vous avez des fonds qui ont commencé à se constituer. Vous avez des standards également qui sont arrivés. Et puis, vous avez plus récemment donc les accords avec les COP, les accords de Paris, etc., qui se sont mis en place. Tout ça s'est structuré ces dernières années. Et avec très récemment encore le lancement de normes, de réglementations comme la taxonomie verte en Europe ou le CSRD ou donc là le CFDR, voilà, qui sont des grandes réglementations. Vous avez peut-être entendu parler, je dis peut-être pour ceux qui sont les plus avancés sur la RSE, certaines entreprises, par exemple les entreprises cotées en bourse qui font plus d'un certain nombre un certain montant de chiffre d'affaires, qui embarquent plusieurs conditions, sont soumises à obligation de produire un rapport extra-financier. Donc, vous avez le rapport financier qui finalement est le rapport des commissaires aux comptes, en fait. Ça, c'est purement des chiffres comptables, économiques, et puis le rapport extra-financier qui, lui, va aller explorer ce qui a été fait, ce qui est fait, ce qui sera fait en perspective pour justement rentrer dans une attitude plus vertueuse et plus développement durable pour protéger un petit peu notre futur ou faire que notre futur humain soit plus acceptable, que nos pratiques business soient plus conformes, plus éthiques, et que notre comportement d'entreprise en termes de société, donc là on revient sur les employés, sur ces rapports-là, donc que ce soit plus transparent, plus équitable, etc. Et donc la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, moi je préfère utiliser sociétale parce que je trouve que l'entreprise a vraiment cette dimension et cet impact sur la société humaine. Donc c'est pour ça que moi je dis plutôt responsabilité sociétale des entreprises. Et ben qu'est-ce qu'il en est? Donc j'insiste sur le mot entreprise. Et ben ça je ne fais que lire. La RSE, ça se définit comme la contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable. Et pardon Morgane, parce que c'est toi qui devais parler de ça. Excuse-moi. Pas de souci. Donc finalement, c'est une lentille qui est utile à toutes les entreprises pour s'assurer qu'elles ont un impact significatif et surtout positif sur à la fois les personnes, la planète et aussi sur la réalisation de leurs bénéfices parce que forcément, on parle d'une entreprise.
Donc comme le disait Corinne, c'est vraiment une contribution volontaire des entreprises, aux enjeux du développement durable et elle couvre à la fois leurs activités, mais aussi leurs interactions avec les parties prenantes. Donc elle regroupe 3 domaines, à la fois l'aspect social, l'aspect environnemental bien sûr, mais aussi la gouvernance. Et vous avez des entreprises qui choisissent de faire un focus plutôt sur l'un que sur l'autre en fonction de leurs priorités. L'intérêt, c'est de rentrer déjà dans cette démarche de manière volontaire, même si certaines entreprises, les grands groupes, et donc je vous parlais des entreprises cotées en bourse, hein, certaines entreprises cotées en bourse, certaines entreprises aussi qui ne sont pas cotées en bourse, mais qui embarquent un certain nombre d'employés, un certain nombre d'employés, pour eux, ce n'est plus, c'était un choix, ce n'est plus un choix. Bon, alors après, vous pourriez me dire, ouais, mais Corinne, il y a beaucoup de fake dans ce qui est dit. Absolument, je suis d'accord. Et il faut que l'on lutte, nous, en tant qu'individus, là, il faut qu'on lutte contre ces gros mensonges, en fait. Hein. C'est pas facile. Et donc, contrairement, pour une entreprise, de quoi il s'agit? C'est quoi la RSE concrètement pour une entreprise? Eh bien, en fait, il faut que l'entreprise, elle évalue ses risques. Ses risques environnementaux. Là, ce sont des exemples hein, sur l'environnement. Quel est l'impact de l'entreprise sur le changement climatique? Quand on fait des team building, hein, exemple, on fait des team building, on a un client là avec Morgane, ils ont fait un team building, ils ont été en Grèce, ils ont été à 20 personnes, ils sont partis en Grèce. Ben ouais, mais en avion. Donc il y a un impact, ça se mesure. Et donc, quel est ce n'est qu'un exemple et c'est sans aucun jugement de valeur, vraiment, hein, sans aucun jugement de valeur. Donc, il y a l'impact de l'entreprise sur les changements climatiques, sur les ressources naturelles. Il y a des entreprises où on s'en fiche royalement quand il y a une fuite. Hein, ça peut attendre, on verra ça quand on a une fuite d'eau, on verra ça quand on aura le temps. La pollution, les déchets, il y a des entreprises, on a un client dans la métallurgie, ils utilisent énormément de produits chimiques, ils produisent beaucoup de déchets. Il faut vraiment étudier le circuit finalement de traitement de ces déchets. Il y a l'impact sur la biodiversité, positif et négatif. Même chose, donc étudier, on évalue les risques sur la gouvernance liés à la gouvernance de l'entreprise, hein, que ce soit l'éthique, que ce soit la rémunération. La rémunération, ça rentre pas que dans le social. Bien sûr, c'est du social, bien sûr, c'est du RH, mais c'est d'abord de la gouvernance, parce que de la gouvernance, ça veut dire qu'on met en place des politiques de rémunération qui sont transparentes ou dans lesquelles on va expliquer pourquoi les gens sont rémunérés comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, de manière transparente. Et on explique aussi aux gens comment ils peuvent ou ils pourraient agir sur la rémunération, sur leur rémunération. Et puis donc, vous avez tout un tas de choses au niveau de la gouvernance et puis évidemment les impacts sociaux. C'est ce qui, je dirais, est le plus excitant en règle générale et le plus logique parce que ce sont souvent les équipes RH qui héritent naturellement de la RSE. Quand il n'y a pas de service RSE, de personnes détachées pour la RSE, on associe souvent la RSE à, par exemple, la diversité, l'inclusion, et donc du coup, ça arrive au RH. Sauf que les RH, ils ne sont pas gouvernance et ils ne sont pas environnementaux non plus. Donc du coup, tout ça, ça mérite réflexion profonde, ça mérite un repositionnement. En fait, il faut repenser en fait son organisation globale. Et donc, dans les impacts et les risques sociaux, vous avez les droits, hein, le harcèlement, la gestion du travail avec la QVCT, entre autres, la santé, donc sécurité, c'est lié à la QVCT aussi, les normes dans la chaîne d'approvisionnement. Tiens, l'achat responsable, ça va rentrer, les achats responsables, ça va rentrer dans la gouvernance. Tout ce qui est développement, ce qu'on appelle la GPEC en RH, ça va rentrer également donc dans le social, le mentorat, etc., la formation. Ça va rentrer dans ce domaine social, dans le pilier social de la RSE. Donc tout ça, c'est bien beau, mais ne nous mentons pas, aujourd'hui, les pratiques, actuelles restent encore insuffisantes. Comme preuve, on n'a qu'à regarder les impacts, actuels du changement climatique qui ne vont pas en s'arrangeant.
Donc vraiment, ces questions de durabilité, elles doivent être non seulement intégrées dans les rapports financiers en cours, mais elles doivent aussi et surtout s'aligner sur les limites écologiques et les objectifs mondiaux, à la fois pour la personne et pour la planète. Donc c'est l'ensemble, de l'écosystème, donc à la fois les entreprises, les politiques, mais aussi les individus qui doivent s'associer pour y faire face et chacun, à leur mesure. Par exemple, les entreprises doivent donc, mettre en place des stratégies ambitieuses, mais, adaptées à leurs activités pour maîtriser et surtout diminuer leur impact négatif. À titre personnel, eh bien, on va devoir repenser notre manière, de consommer et enfin, eh bien, les politiques doivent accompagner le changement vers une société plus durable. Et quand je vous disais que nos pratiques actuelles sont insuffisantes, eh bien, à votre avis, combien d'équivalents terre utilisons-nous aujourd'hui pour maintenir notre mode de vie actuel? Donc les 2 réponses, vous voyez, elles sont au-dessus d'une terre, mais à votre avis, est-ce que c'est 1,2 ou 1,8? Alors, on a beaucoup de bonnes réponses. L'écart se resserre un petit peu. Je mets fin au suspense. C'est 1,8. Et oui, chaque année, notre consommation de ressources dépasse largement la capacité de production annuelle de la planète. Et eh bien, si nous réduisions drastiquement, nos consommations, si on adoptait un mode de vie et des comportements plus durables d'ici 2050, de combien pourrions-nous baisser les émissions de gaz à effet de serre selon vous? De 10 à 30 ou de 40 à 70? Alors je jette un œil à vos réponses. Heu, hop. Eh bien, je suis désolée de vous décevoir, mais il y a beaucoup de mauvaises réponses puisque nous avons un énorme impact. Et oui, nos modes de vie aujourd'hui sont responsables de 2 tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En adoptant des comportements plus responsables, on pourrait réduire les émissions de 40 à 70. Et oui, c'est énorme. Et donc, je vous en parlais dans la première question. Le jour du dépassement, en fait, c'est le jour où on a consommé, pour cette année, toutes les ressources que la planète peut générer annuellement. Donc cette échéance arrive de plus en plus tôt chaque année. Elle a été fixée, au 30 décembre en 1970, donc on arrivait presque à une année complète, mais en 2023, elle était déjà avancée au 2 août. Mais vous vous en doutez, on a certains pays, eh bien, qui sont plus gourmands que d'autres. En tête, par exemple, ici, le Qatar, avec un dépassement fixé au 10 février. Mais attention, ne pensez pas que la France est une si bonne élève. Vous la voyez là, avec la petite flèche verte. Eh bien, notre dépassement était fixé en 2023 au 5 mai. C'est-à-dire que si le monde entier vivait comme un Français, eh bien, il faudrait presque l'équivalent de 3 planètes Terre pour subvenir à nos besoins. Voilà pourquoi il est urgent de changer les choses pour inverser la tendance. Et que nous tous, citoyens de la Terre, hein, on soit actifs. C'est pas uniquement les grands groupes comme on peut parfois nous l'opposer, hein, quand on intervient avec Morgane. Oui, mais c'est d'abord aux grands groupes de faire des efforts, aux très très riches de faire des. Ouais, mais c'est à tout le monde finalement de tirer non pas la couverture à soi, mais de tirer l'énergie pour aller vers le mieux. C'est si tout le monde essaye de faire mieux, toutes les entreprises, même les TPE essayent de faire mieux, et ben au final, ce sera mieux pour tout le monde. Voilà. La part de gâteau, notre part de gâteau, elle grossit parce que tout le monde fait des efforts et elle diminue pas, contrairement à quand qu'on se coupe un bout de galette. Et plus on est nombreux, plus notre part elle est petite. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment supporté, vous l'aurez compris, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, avec la frise historique, l'évolution et donc les conséquences des catastrophes naturelles, et pas naturelles du reste, hein, causées par l'homme, et puis cette apparition des différents, de l'ONU, etc., qui ont mis des
qui ont proposé des choses en 2006, donc en ce qui concerne l'ONU, pour obliger finalement les entreprises, obliger les citoyens, on a les impôts, attendez, je vais vous parler de trucs que vous n'aimez pas, impôts, charges sociales, enfin voilà des trucs. En fait, pour obliger les entreprises à aller dans le bon sens, donc dans un sens plus vertueux, des lois ont commencé à être pensées et à être finalement mises en œuvre, appliquées. Et cela, c'est très, très récent pour le coup, ça remonte à il y a une dizaine d'années. Première directive européenne, alors on parle essentiellement ici de tout ce qui concerne l'Europe. Il faut savoir que l'Europe est très en avance, mine de rien, dans le temps, par rapport au continent asiatique ou au continent américain. Je ne parle pas forcément que des États-Unis, je parle du continent américain. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vieux continent européen a cette prise de conscience et peut-être que c'est plus inscrit aussi dans nos gènes. Sur l'Afrique, les problématiques sont totalement différentes, les cultures, les habitudes, et c'est vrai que nous, sur l'Europe, on est très en hyperconsommation en fait, et on conscientise en fait tous les effets depuis plus longtemps qu'aux États-Unis, où ils s'en foutent un peu, soyons clairs, mais ils s'en fichent de moins en moins, et en Asie aussi, c'est en train de devenir non pas culturellement, mais par obligation et tiré par le business en fait. La peur de la perte de business fait qu'ils avancent. Ils ont avancé, ils ont commencé à avancer sur cette partie aussi RSE. Et si j'en reviens donc à cette législation, donc vous voyez donc déjà en 2013, on a pu voir les prémices en fait de ce qui allait arriver plus tard. Et puis la Commission européenne s'est vraiment attachée à mettre en place des choses depuis 2018-2019 qui ont vu vraiment des réglementations s'imposer et devenir incontournables pour certaines entreprises depuis le post-Covid, donc depuis 2021-2022. Donc c'est extrêmement récent, et depuis très très peu, on a les commissaires aux comptes, donc une profession particulière qui doivent se mettre en conformité également s'ils veulent valider les comptes et les DPES, donc les rapports extra-financiers des sociétés à mission. Les sociétés à mission, c'est un certain type d'entreprise. C'est pas un type d'entreprise comme les SARL, les SAS, les SA, mais dans les statuts des entreprises à mission, il y a des paragraphes où ces entreprises s'engagent pour une mission développement durable, pour une mission RSE, et c'est couché dans les statuts. À partir du moment où c'est couché dans les statuts, ils ont des obligations réglementaires particulières et ils doivent produire des rapports extra-financiers, donc des DPEF, au même titre que les sociétés dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont cotées en bourse ou qui emploient un certain nombre de personnels. Et plus on va avancer, donc tu peux avancer aussi, Morgane, merci, plus on va avancer dans le temps, plus c'est ce nombre de personnel, cette obligation va toucher des entreprises qui sont de plus en plus à taille réduite. Donc là, vous voyez, par exemple, en 2025, les entreprises de plus de 500 employés, donc équivalent temps plein, devront se conformer aux exigences de la CSRD, donc pour faire simple, de la RSE, et soumettre un rapport sur ce qu'ils auront fait en 2024. Et puis 2026, ce seront les entreprises de
plus de 250 personnes avec un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros, etc., etc. Et donc, plus on va aller dans le temps, plus finalement les entreprises vont être obligées non seulement de faire un bilan comptable, donc économique, mais de faire également un bilan, de produire un bilan qui sera certifié, validé, et donc audité aussi, et donc produit. Et ça, ce sera sur leur attitude finalement par rapport aux 3 piliers de la RSE, gouvernance, environnement et social. Vous l'avez peut-être vu il n'y a pas très très longtemps, c'était j'avais vu ça sur LinkedIn, Jean Covici qui disait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fake, de greenwashing de la part des grandes entreprises. En fait, les 3 piliers sont les rapports, en fait, les DPF, les rapports extra-financiers, présentent les 3 piliers, et ces grandes entreprises ont souvent plus d'actions sur, par exemple, le social, la parité homme-femme, la diversité, ils font du mécénat, ils font de la compensation carbone, etc., etc. Donc, en fait, ils ont une notation qui est tout à fait correcte. Mais si on séparait les 3 piliers de la RSE, en fait, ils pourraient être extrêmement mauvais en gouvernance, extrêmement mauvais en environnement et plutôt bien en social, ou ils pourraient être plutôt bien en environnement pour certains et mauvais en gouvernance. Vous voyez, donc en fait, ce qu'il suggérait dans son article, c'est de séparer la notation sur les 3 piliers, ce qui peut être une piste. Mais aujourd'hui, en fait, tout ça, c'est très, très, très nouveau. Et du coup, rien ne se fait en un claquement de doigts. Et il faut laisser autant le temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas de temps. Voilà, avec la RSE, le changement climatique, le social, on n'a pas de temps, donc il faut accélérer et il faut qu'on soit tous acteurs actifs. Et donc, au fil du temps, vous avez des grands standards aussi qui sont apparus, avec des standards dont vous avez certainement entendu parler, comme le Global Compact. Donc, le Global Compact, ce sont les Nations Unies, l'ONU, en fait, qui a lancé ce groupement, en fait, qui a mis en place des bonnes pratiques, et qui a proposé des objectifs de développement durable communs à toutes les entreprises qui adhèrent à ce Global Compact. Alors, en France, le nom, c'est pas Global Compact, c'est le pacte mondial, mais globalement, c'est la même chose, c'est de l'ONU aussi. Vous avez l'ISO. L'ISO, en fait, c'est International. Zut. Là, ça m'est sorti de la tête. Enfin bref, ce sont des normes internationales. C'est né juste pendant et après-guerre, la dernière guerre, la Seconde Guerre mondiale. En fait, ce sont des standards. Ce sont des standards. Ça normalise des bonnes pratiques de management, avec l'ISO 9001, qui est une norme en fait de management de la qualité. Et puis vous avez l'ISO 14001 dédiée à l'environnement, qui elle est arrivée, qui a été créée par ce groupement d'experts en 96. Donc l'ISO 14001, c'est dédié à l'environnement. Et vous avez l'ISO 26000 qui est arrivé en 2010. Moi, j'ai eu la chance de mettre en place la première version en 2010 de cette norme ISO 26000 chez un éditeur de logiciels, par exemple. Et vraiment, la 26000, c'est sur la partie sociétale de la RSE. Et donc, c'est social, sociétal, donc ça va forcément s'élargir et toucher à la gouvernance et à l'environnement, avec un regard et l'introduction en fait des bonnes pratiques de l'ISO 14001 dans cette norme. Mais vous avez d'autres normes. Vous avez dû entendre parler du B Corp. C'est un label qui vient des États-Unis,
qui est arrivé autour des années 2015 en France, qui a pris pas mal d'essor maintenant sur la France et notamment sur l'Europe. Vous avez EcoVadis, ça c'est un label français qui maintenant s'est ouvert à l'Europe et plus largement à l'international. Donc ça, moi j'en suis fière parce que c'est quand même des Français qui ont lancé ce label-là. Il faut savoir que seules les normes ISO avec un petit chiffre à la fin, comme 14001, sont certifiables. Tous les autres, ce sont des labels. L'ISO 26000, vous voyez, il n'y a pas de petit chiffre à la fin, c'est un label. Vous avez d'autres normes, j'en sais rien, je pense à l'ISO 17029, c'est certifiable, c'est certifiant, parce qu'il y a le petit 29 à la fin. Hein. Donc, que ce soit Bicorp, EcoVadis, Global Compact, ce sont des labels qui vont venir couronner finalement et vous donner un niveau dans votre démarche RSE. Vous retrouvez donc tous ces labels ici. Vous avez des labels parfois généralistes. Merci. Vous avez des labels généralistes, hein, comme les normes ISO, etc. Vous avez des labels spécifiques par métier, donc sectoriels. Vous avez également ceux qui sont liés plutôt à une stratégie. Et puis voilà, donc là vous avez plusieurs labels, mais ne vous y trompez pas, c'est pas parce que quand une entreprise affiche un label, c'est parce qu'elle rentre dans une démarche et qu'elle veut faire couronner sa démarche ou donner du sens à sa démarche. Mais c'est pas pour autant en dehors des normes ISO avec un petit 1 ou quelque chose à la fin. C'est pas pour autant que tout n'est que du vrai. Et alors, la RSE au quotidien, si j'en reviens à mon sujet, la RSE au quotidien pour les entreprises, c'est quoi? Eh bien, c'est repenser ses pratiques, repenser son business model, repenser son organisation. Ça implique la mise en place d'une stratégie qui va mettre en œuvre en exergue les facteurs environnementaux, sociaux, gouvernance, hein, donc les trois piliers, que l'organisation considère comme intrinsèquement important et à prendre en compte dans ses opérations commerciales actuelles et futures. Une entreprise responsable, eh ben, c'est une entreprise finalement dont les impacts sont connus, pris en compte et maîtrisés, et qu'elle limite, voire qu'elle élimine, tant que faire se peut, les impacts négatifs et qu'elle maximise les impacts positifs, ces impacts positifs. Et pour ça, l'entreprise, elle doit évaluer et identifier ses impacts matériels pour les parties prenantes internes et externes, donc ses employés, et puis ses clients, ses fournisseurs, etc., etc., etc. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du Global Compact, donc du pacte mondial, qui a mis en œuvre, donc qui a proposé une démarche qui s'adosse à 7 dimensions, finalement, hein, qui sont listées ici. 1, respecter les intérêts des clients et des consommateurs, préserver l'environnement, agir de manière équitable et responsable, valoriser le capital humain, respecter les droits fondamentaux de la personne, conjuguer l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt général, assurer la transparence dans son système de décision et de contrôle. Et en fait, ces 7 dimensions sont adossées, soutenues par 17 principes du développement durable, dans ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Et nous, en fait, ce que l'on préconise à toute entreprise qui voudrait rentrer dans cette démarche RSE, c'est de s'adosser à ces 7 dimensions, d'avoir bien la conscience de ces 7 dimensions et de choisir avec ses employés, c'est pas au dirigeant. Le dirigeant, il est seul, c'est pas tout seul qu'on y arrive, c'est ensemble, donc de choisir ensemble quels sont les objectifs de développement durable dans lesquels on a envie de s'inscrire. Et pour chaque entreprise, c'est différent. Pour chaque entreprise, on va mettre en place des démarches spécifiques, des politiques spécifiques qui vont engager l'intégralité du personnel, de ce qui constitue finalement la valeur de l'entreprise, l'humain.
Et alors, les intérêts de la RSE quand même, hein, parce que pour les entreprises, vu que RSE, entreprise, donc les intérêts de la RSE pour les entreprises, eh ben, d'abord, ça peut être un super outil de gestion, ça peut être un génial outil pour développer également l'entreprise de manière vertueuse. Ça permet d'améliorer les performances parce que finalement, on va être sur une meilleure maîtrise des coûts, une réflexion en fait sur les coûts et puis également donc et pas que sur les performances économiques mais aussi sur l'amélioration de l'image de marque, etc., etc. Et puis également donc le côté défi stratégique parce que finalement c'est adapter son métier à son environnement, à son contexte. Et donc, on est vraiment sur un nouveau challenge pour adapter son quotidien professionnel à son écosystème métier. Et alors, pour les individus, les employés que nous sommes ou les citoyens, Morgane? Oui, parce qu'on l'a dit, tout le monde doit se relever les manches. Donc, on a 3 objectifs principaux qui sont de réduire les pollutions tant que possible, de préserver les ressources et dans le but de contribuer à limiter les changements climatiques. Et pour ça, eh bien, on met en avant les déchets parce que c'est vraiment un aspect, universel du quotidien. Tout le monde produit des déchets, un grand nombre de déchets au cours de sa vie et c'est donc un levier que chacun peut actionner pour contribuer à diminuer l'impact global parce que finalement, en diminuant, nos poubelles, on va agir sur toute la chaîne de production, la chaîne de distribution et c'est un moyen que chacun peut actionner facilement pour agir. Si ça vous intéresse, on a un atelier zéro déchet qui pourra vous en dire plus. Elle adore, et moi aussi parce qu'il me fait marrer l'atelier zéro déchet. Et alors en pratique, ça veut dire quoi donc moi pour l'entreprise, ça veut dire quoi? Eh ben ça veut dire que quand on met une démarche RSE dans une entreprise, eh ben déjà il faut commencer par définir les piliers de son ambition. Ok, mais c'est bien la RSE, hein, c'est mignon, c'est gentil. Si Emmanuel, hein, j'ai vu, la RSE ça coûte pas. Si en fait ça peut coûter. Mais ça permet aussi de mieux consommer, donc de mieux dépenser, donc peut-être aussi de moins dépenser. Donc après, il faut faire la balance. Mais bon, c'est comme tout, malheureusement, c'est pas forcément gratuit. Et donc, on définit nos piliers, on définit ce vers quoi notre ambition. On a un client, en fait, son ambition, c'est de créer un monde meilleur pour les enfants, pour leurs enfants. C'est donc un commissaire en compte, ça va avoir à quoi avec son métier quotidien de jouer avec des chiffres. C'est son ambition. C'est l'ambition, en fait, des salariés, l'ambition des patrons, c'est l'ambition de tout le monde. C'est créer OK, d'accord, pas de problème. Donc, on crée des piliers, enfin, on cherche des piliers ensemble, ce qui a du sens pour l'entreprise et pour les employés. Donc, ça se fait ensemble. On se donne un objectif ambitieux qui philosophique ou concret, ça pourrait être ouvrir un nouveau secteur d'activité, j'en sais rien, une nouvelle filiale, je sais pas quoi. Donc, on se donne une ambition, moyen-long terme, on se crée des piliers, on met du sens sur sa philosophie, ensuite, on partage finalement ce que l'on veut faire avec l'ensemble de son personnel, mais aussi avec les clients, les fournisseurs, et puis son écosystème, hein, finalement. On choisit ses objectifs de développement durable, et puis derrière, on avance et on met en place des actions concrètes. Je vous le fais court, hein. On met en place des actions concrètes qui permettent d'engager ce qu'on appelle les parties prenantes, hein, donc tout ce qui constitue l'écosystème de l'entreprise. Il faut systématiquement créer un groupe, un comité RSE, donc nous on les appelle avec Morgane les champions. Donc on les nomme pas. En fait, c'est on nominé, mais nominé, en fait, ce sont eux qui se présentent. Et moi, j'ai envie de faire partie du comité et je me sens plutôt une fibre sur l'économie circulaire, plutôt sur le social, plutôt sur ça. Et donc, on crée un comité RSE qui va tirer l'ensemble
finalement de l'entreprise et qui devra être écouté par les dirigeants. Il est indispensable, comme dans tout projet d'entreprise, parce que c'est un projet d'entreprise, que les dirigeants soient impliqués, mais ils ne font pas partie du comité RSE. Le comité RSE, ce sont les employés. Et après, évidemment, de temps en temps, on rapporte à l'ensemble du personnel et aux dirigeants ce que l'on fait, pourquoi on le fait, ce vers quoi on a envie d'aller. Et quand ça demande du budget, ben à ce moment-là, évidemment, c'est pas nous qui allons le décider. On n'a pas un budget attitré. À ce moment-là, ben, on va solliciter la direction pour savoir si c'est faisable ou pas. On fait des plannings, on fait ce qu'on appelle vulgairement une roadmap, court, moyen, long terme. Ça permet aussi de stimuler tout le monde dans cet engagement de résultat finalement. Et puis on met en place des KPI, des résultats, enfin des objectifs qui nous permettent de mesurer nos progrès. Et puis, dans l'idéal, on va passer des labellisations. Et là, les coûts pour obtenir ces labels sont très variables. L'ONU, là, le Global Compact, pour rentrer dans la démarche, on va être autour, pour les petites entreprises, pour les PME, on va être autour de entre 950 et 1500 €. Et puis, plus on va être une grosse entreprise, plus ça va évidemment monter, sachant que le Global Compact, on ne peut pas le rejoindre tant qu'on n'est pas 10, je crois. Je crois qu'ils ouvrent en fait à partir de 10 ou 15 personnes. Moi, je voulais que chez Plumenbiz, on soit directement Global Compact. Et en fait, c'est pas possible parce que à 4... voilà. Après, Ecovadis, même chose, on paye un droit d'entrée, puis tout dépend, c'est à peu près du même acabit. De toute façon, je crois qu'il y a les tarifs sur leur site. Sinon, je pourrais les trouver, ça c'est pour répondre à la question d'Emmanuel. Et donc, en tant que citoyen, on a aussi un rôle, ou employé, on a aussi un rôle à jouer. Tout à fait. Puisque chacun a un rôle à jouer et donc en tant que citoyen, en tant qu'employé, bien tout d'abord, on a le pouvoir de dire non. Alors parfois, c'est pas facile, c'est inconfortable et pourtant on peut et peut-être que même on devrait dire non plus souvent. Notamment peut-être pour privilégier des alternatives durables au neuf. Pour des produits dont vous n'avez pas souvent l'utilité, eh bien pensez à la location, à l'emprunt, ou encore à la seconde main. Enfin, vous pouvez vous porter sur une démarche zéro déchet. Alors peut-être pas à 100%, mais ça peut commencer par du vrac dans le but, comme on vous le disait tout à l'heure, de réduire vos emballages et finalement, privilégier des circuits courts et des entreprises engagées. Et vous le voyez, c'est comme ça qu'on va soutenir des entreprises qui ont un poids positif pour l'environnement, qui font des actions positives et finalement, la machine, petit à petit, va se mettre en marche et c'est comme ça qu'on avance. Alors moi, ce que j'aime, moi en tant que citoyenne, ce que j'aime beaucoup, c'est la méthode bisou. Alors évidemment, moi je voulais mettre ma tête, mais en fait Morgane, elle n'a pas voulu. Et en fait, la méthode bisou, d'abord, c'est ultra simple à retenir parce que bisou, tout le monde sait ce que c'est qu'un bisou. Voilà. Et puis, en fait, c'est hyper culpabilisant parce que quand vous voulez acheter quelque chose, vous vous posez plein de questions. En fait. Puis les questions, elles sont simples. B, est-ce que j'en ai besoin? Si vous commencez à vous poser des questions, je vous promets, est-ce que j'en ai besoin? En règle générale, c'est bof. Puis si oui, j'en ai besoin, mais est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Parfois, c'est là encore, bof, donc ça fait 2 bof, mais moi aussi, j'en ai besoin. Immédiatement, non, moins. Est-ce que j'ai rien de semblable? Alors là, surtout là maintenant avec la période de solde, si en règle générale, on achète en termes de vêtements à peu près toujours les mêmes choses, voilà, on se retrouve encore semblable en règle générale. Vous avez déjà quelque chose de semblable. Et puis l'origine. Si vous voulez quand même l'acheter, l'origine privilégiée, dans ce cas-là, quelque chose plutôt circuit court, même si en effet les produits qui viennent de Chine sont beaucoup moins chers, en règle générale. Et vu que vous achetez moins, finalement, ça revient au même.
Ouais, voilà. Et puis surtout l'utilité, quoi. Qu'est-ce que ça va vous apporter en termes d'utilité? C'est vraiment utile? Est-ce que c'est quelque chose de primordial? Et puis en fait, on a alors on tombe pas dans, on devient pas radin, hein. On devient pas radin, mais en fait, on fait quand même vachement d'économies dès lors qu'on se met à appliquer la méthode bisou. Ça se fait pas du jour au lendemain, je vous rassure. Mais n'empêche que c'est vachement bien. Et moi, depuis que déjà, quand je veux acheter quelque chose, je souris parce que je pense à ma méthode bisou. Et donc, c'est vachement plus agréable aussi pour le commerçant. Puis, ça me permet de discuter avec le commerçant et puis de me poser aussi plein de questions. Et puis, finalement, je continue personnellement à me faire plaisir parce que se faire plaisir, c'est quand même vachement important. Je continue à me faire plaisir, mais je suis consciente du pourquoi j'achète les choses. Et puis, c'est vrai que régulièrement, finalement, voilà, ça me passe, quoi. Donc, essayez donc la méthode bisou. C'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Je crois que c'est 2 nanas qui ont inventé la méthode bisou. Et moi, j'adore cette méthode, je trouve ça trop mimi. Voilà. Donc, le webinaire en tant que tel est terminé. Je vous propose de... est-ce qu'on peut, Julien, mettre le lien dans le Q&A, s'il te plaît, pour que vous alliez faire finalement ce quiz, compléter le quiz. Et moi, c'est un quiz, donc c'est oui, non, c'est je clique, voilà. Si vous voulez recevoir le truc, je pourrais peut-être regarder le truc. Le truc d'ailleurs, non, ça se dit pas le truc. La réponse, voilà, la réponse. Bonne, non, ça c'est pas vous. Pour chaque réponse, vous allez voir. Tu l'as mis, Chuchu, le lien? Ouais, super. Oui. Voilà. Pour chaque réponse, en fait, vous avez la bonne réponse ou des explications. Et est-ce que j'ai mis que vous receviez dans les paramètres les réponses? Est-ce que c'est là? En tout cas, Ouais. si vous souhaitez recevoir les réponses, pensez bien à indiquer votre Non, adresse. c'est bon, j'ai mis envoyer aux participants une copie de leur réponse toujours. Donc, même si vous ne voulez pas votre réponse, vous allez quand même l'avoir. Voilà. Et donc, moi, je vais reprendre en fait vos différentes questions, toc toc, en pleine réflexion RSE. Alors, Caroline, quand on est en réflexion RSE, en fait, en entreprise, il faut vraiment se poser tout un tas il y a tout en fait un tas de questions à se poser. Et la première question, c'est pourquoi on veut rentrer dans une démarche RSE? Est-ce que c'est pour faire du business? Est-ce que c'est parce que c'est notre conviction qu'on a envie d'être plus vertueux? Et il faut y répondre de manière honnête. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que des réponses. Et par contre, il faut se poser toutes les questions de manière tout à fait ouverte. Et ces questions sont à poser à la direction parce que c'est vraiment un projet d'entreprise. Si on veut y aller, il faut y aller de manière consciente et savoir pourquoi on veut y aller. On a Miyarana qui dit c'est un facteur de différenciation et un levier de développement. Absolument, parce que de plus en plus, les entreprises et les citoyens que nous sommes nous serons éduqués pour choisir plutôt des entreprises vertueuses qui s'inscrivent dans une démarche, et on risque d'avoir très très vite ce réflexe de vérification aussi de l'honnêteté intellectuelle et active des entreprises finalement qui disent s'engager. Donc oui, absolument, c'est un facteur de différenciation et un levier de développement, c'est certain. Encore faut-il savoir communiquer dessus et agir de manière concrète. Nelly, l'intérêt, moi aussi, je suis vraiment ravie de te revoir. Donc, sur l'aspect rémunération, avantages sociaux, en fait, comment on va pouvoir agir d'un point de vue plus, je dirais, développement durable, plus RSE, sur ce métier-là, on va plutôt rechercher des avantages sociaux qui sont conformes à ce que l'on peut attendre
enfin qui soit conforme à la RSE en fait, hein. Et dans les avantages sociaux, il y en a pléthore. Là, immédiatement, mais il y en a plein d'autres, hein. Mais je pense comment ça s'appelle, à la mobilité verte. Je pense à la mise en commun de vélos électriques. Il y a plein de choses, en fait, qui sont des avantages non monétaires qui peuvent être proposés aux salariés quand c'est possible. Après, il faut toujours voir pragmatiquement c'est quoi l'entreprise, c'est quoi son métier, c'est quoi ses possibilités et qu'est-ce qui intéresse finalement les salariés. Voilà. Mais même au niveau du plan de rémunération, de la politique de rémunération, il y a plein de choses à faire. Là, j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, vous savez, les bons de souscription, là, les BSPCE qu'on met souvent en place dans les startups, il y a d'autres solutions beaucoup plus simples à gérer qui apparaissent là dernièrement. Lou, en tant qu'architecte d'intérieur, ben là, vous allez peut-être être plus, vous, sur les matériaux, sur l'environnement proprement dit. Nous, on travaille avec les éco-faubourgs, donc eux, ils sont sur l'habitat, l'habitat qui intègre le logement. Eh bien, eux, ils sont vraiment dans une démarche de néo-urbanisme où ils prennent justement en compte, au-delà de la loi, hein, et des réglementations qui sont extrêmement nombreuses dans ce domaine du bâtiment, on va dire, eh bien, ils prennent en considération l'ensemble des techniques, des technologies et des bonnes pratiques liées à la RSE. Vous avez plein de choses à faire, peut-être plus en rapport avec directement l'environnement et les technologies finalement liées à l'environnement. Donc, on vous diffusera bien sûr la présentation qui intégrera des petites vidéos qui ne sont pas nos vidéos, hein, qu'on a choisi exprès pour cette présentation, qu'on n'a pas pu vous présenter aujourd'hui, faute de temps. Et également, on a eu un problème technique. Voilà. Emmanuel, tu dis en effet que les Africains, la population africaine, hein, donc en Afrique, paye. Oui, ça c'est sûr parce qu'en fait, eux, ces populations en fait se retrouvent sur des enjeux où ils doivent. Finalement, nous on a bien profité, hein, les Européens, les Asiatiques sur certains pays, les Américains, enfin voilà, tous les pays dits développés, je dis bien dits développés, ont bien profité de la croissance économique et donc de cette surconsommation. Et maintenant, on demande aux pays émergents, finalement, de se priver et de ne pas bénéficier, enfin de moins bénéficier de cette foison de progrès. Ouais, c'est sûr. Et en plus, avec toutes les conséquences climatiques, c'est vrai que c'est compliqué. Ce qui est certain, c'est que tout le monde doit agir, que ce soit les individus, que ce soit les entreprises, que ce soit les politiques. C'est vraiment une conscience et une action de l'ensemble de nous humains qui feront progresser. Nous humains constituons les entreprises, nous sommes le capital le plus important finalement d'une entreprise. Pour les politiques, nous sommes incontournables, hein, s'ils veulent qu'on vote pour eux. Donc c'est à nous finalement d'essayer en tant que citoyens et que humains, habitants de la Terre, de tirer les choses pour faire avancer les mentalités et faire agir. Maintenant, c'est pas évident et on sait ce qui se passe au niveau des politiques. Voilà. Donc sur le coup, j'ai, comme je l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui coûte en entreprise. L'idéal, dès qu'on dépasse un certain seuil de personnel, l'idéal c'est d'avoir un responsable RSE qui va s'occuper de tout ça et de mettre en place une dynamique autour de la RSE. C'est pas facile de garder dans le temps une dynamique RSE. Voilà. Après, les actions sont pas forcément ça coûte pas des milliers des cents de mettre en action, en place des actions au sein des entreprises.
Nous, les ateliers qu'on fait comme ça nous prend du temps de les faire. On est entre 950 à 1400 € quand on les fait en entreprise. Et ça passe sous les plans de formation. Donc, on ne peut pas dire non plus que ça va faire basculer une entreprise de la vie à la mort. Hein. Puis vous avez tout ce qui est les fresques pour le climat, les fresques pour la diversité. Nous, on est on est aussi sur énergique, on fait les challenges énergiques, on s'éclate et c'est 900 €. Et Plume & Biz, c'est nouveau, c'est né en 2023. Pour moi, c'est un investissement. Quand je dis ouais, on fait le challenge énergique, ça nous coûte 900 €. Ben oui, mais c'est aussi tellement positif. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis il faudrait que je mette, si vous voulez rejoindre à titre individuel personnel notre équipe quand on fait les challenges énergiques, je vais vous poser la question dans le formulaire qu'on va vous envoyer, mais avec plaisir. Au challenge énergique qu'on a fait au mois de novembre-décembre, eh bien, d'ailleurs, Morgane a gagné le challenge à titre individuel et nous, on était 4e par équipe. Mais en fait, vous voyez, on est 4. Bon, on l'a tous fait, mais en fait, on avait une équipe de combien, Morgane ? Une quinzaine d'actifs. Et c'était pas 15 salariés, hein, c'était les copains, les parents, les machins, mes nièces, enfin voilà, la famille ça nous a permis de faire une équipe et en fait on s'est amusé comme des fous, c'était génial, franchement c'était super. Voilà. Le quiz, hop. Alors je vois pas beaucoup de réponses, c'est dommage. C'est dommage parce que là encore, vous apprenez des choses, quoi, parce qu'il y a les réponses. Julien, tu veux ouvrir les micros, on a dépassé un peu le temps, mais pour les gens qui sont toujours avec moi, si vous voulez échanger. C'est bon, voilà, c'est en train de s'ouvrir. Si vous voulez échanger, même entre vous, nous donner aussi votre sentiment par rapport à cet atelier. C'est toujours super intéressant pour nous d'avoir votre retour, en fait, hein, que ce soit en live, j'en sais rien, vos questions. Ça tournicote, Je pense que si vous voulez parler, vous devez activer la Schnutz en bas, là. Vous devez activer, tout à fait. Vous devez activer votre micro. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment beaucoup c'est un super début d'année. Merci Nelly. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Que du positif vécu avec toi, Nelly. Ça remonte. Hein. Je ne sais pas si le micro marche là. Oui, ça marche. Non, je suis aussi contente de te revoir. C'est vrai que ça fait très très longtemps. Oui. Après, sur tout ce qui est démarche RSE, je me rends compte que même si mon entreprise est une entreprise extrêmement polluante, c'est quand même une entreprise qui essaye de faire plein de choses. Donc je suis assez contente, même si ce n'est pas moi qui m'en occupe directement. Eh ben, tu pourras leur dire. Tu pourras leur dire. Ouais. Voilà. Après, si tu veux, en interne, je ne sais pas ce que vous faites, mais en interne, ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir une dynamique avec les autres collaborateurs. Oui, avec l'ensemble des collaborateurs. Il y a pas mal de groupes de travail, on appelle ça des ERG, dans différents domaines où effectivement, hein, comme tu le disais, ce sont les collaborateurs qui sont impliqués plus que l'entreprise. L'intervention de l'entreprise intervient principalement quand il y a besoin de budget, effectivement. C'est ça, c'est ça. Mais il y a vraiment pas mal de choses qui sont faites, certainement on pourrait encore en faire plus, mais c'est déjà un bon début. Il y a une prise de conscience, en tout cas. Eh bien, félicite-les parce que je pense que c'est important de faire savoir d'abord que toi aussi, tu fais des choses de ton côté, finalement, et ça te permet d'avoir un regard neuf sur ce qui est fait dans l'entreprise. Et je pense que pour l'entreprise, c'est très, très positif parce que je pense que quand on dit aux gens que ce qu'ils font, c'est bien, c'est hyper dynamisant, quoi. Et donc, du coup, ça donne envie d'en faire encore plus. Plus et mieux. Ouais, d'autant plus que là, pour le coup, ce sont des projets qui sont
qui sont lancés effectivement par l'entreprise et auxquels les RH participent, mais c'est vraiment les salariés qui sont moteurs. Donc c'est vraiment bien. Merci en tout cas d'être là et pour ton témoignage. Merci beaucoup, Nelly. Emmanuel, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, je suis là. Je ne sais pas si tu m'entends. Merci à toi aussi d'être là. Oui, ben écoute, c'est moi qui te remercie parce que c'est vraiment très rafraîchissant ce que j'ai entendu. Et bon, contrairement à ce que tu penses, je trouve que tu débordes d'imagination et de fraîcheur dans les idées. Donc j'aime ça. C'est vraiment agitatrice d'idées, c'est très bien. Et je trouve que bravo pour le webinaire qui était en plein dans le mille, vraiment dans la problématique actuelle et qui ne relève pas du déjà vu. Dieu sait que je vais très souvent à des conférences, mais vraiment tout ce que vous avez abordé. Emmanuel est journaliste, hein, pour... Oui. Tout ce que vous avez abordé, oui, tout ce que vous avez abordé, merci, est vraiment, comment dire, inédit. Et puis, ça a apporté des réponses à ce que j'entendais. Je crois que tu sais que je m'ennuie très facilement. Donc, ce n'était pas le cas. Ça m'a vraiment pris du temps à écouter. J'ai beaucoup aimé. Félicitations à tous les trois. C'est très bien. Et comme je le disais, bon, j'espère qu'on pourra vraiment travailler ensemble. En tous les cas, être proche de vous et vous assister dans tout ce que vous faites, être le même parti de tout ça. Ça me plaît parce que je trouve que c'est original et puis ça vaut la peine d'exister. Vous avez su trouver, même si c'est depuis 2023 que vous avez créé le truc, vous avez su trouver votre place dans cette société où c'est pas évident. Donc voilà, bravo encore une fois de plus. Et puis, Et Morgane est active, mais active physiquement, dans un village dont je ne me rappelle plus le nom, au Mali. Donc, et ça fait depuis des années qu'elle fait. Donc, c'est une école que vous avez fait, c'est ça? Oui, en fait, depuis 2018, on est à 15 km de Bamako et on développe une ferme en agroécologie et on soutient une école solidaire du village juste à côté. Donc, on apporte des fournitures, on récolte des fonds pour pouvoir continuer la construction en dur. Donc, et on fait aussi des petits événements festifs pour les soutenir. C'est bien, ça nous change de la force Barkhane. Oui. Ah ouais. C'est bien sûr. C'est sûr. C'est bien sûr. Mais... Ça y est, je l'ai sorti. C'est bon. Tu l'as sorti. Enfin, ouais. En tout cas, vraiment, merci d'être là, puis merci d'avoir échangé. Merci à tout le monde, quoi. Ok. Rose, Lou, Freddy, j'imagine que tu es sur le plateau si tu es en présentiel, donc tu dois peut-être pas pouvoir trop parler, trop échanger avec nous. Caroline, je sais pas si vous avez des choses des commentaires, des machins. Sinon, on va vous laisser bosser. Il y en a qui bossent. Oui, comme vous, hein, d'ailleurs. Vous nous avez envoyé le lien pour les présentations, peut-être, non? Pas encore, je crois. Enfin, je crois pas. Non, pas le temps. Je pense que Julien ou Morgane vont s'organiser pour le faire après le webinaire. Excuse-moi, oui. Et puis, on va vous envoyer aussi le questionnaire de satisfaction, finalement. Hein. Ok, voilà. Merci. Merci à tout le monde. Ok, bonne journée. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.